ce grand territoire sur 2 345 000 km² au cœur de l'Afrique est en proie à des situations désastreuses ne lui permettant pas de s'identifier comme une nation indépendante et forte, comme un État souverain digne de remplir son devoir et sa mission régalienne, qui est de défendre l'intégrité du territorial et de défendre aussi les frontières nationales, de sécuriser sa population ainsi que ce bien, d'assurer l'éducation, la santé, l'économie, la culture, etc. pour sa population. Malgré autant d'activités religieuses, autant de prières organisées, tenues dans ce pays, mais rien ne va. La RDC, son destin et sa destinée, sont-ils meilleurs ou il y a encore des doutes? Quels sont les défis à relever? Quels sont les obstacles à renverser? Nous en saurons plus sur le chemin de la vérité. Voilà, comme annoncé, nous sommes sur le chemin de la vérité avec l'évangéliste, le moindre de tous, un habitué de ce plateau, l'évangéliste Roger Baka, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, Rémi Kalonji. Après autant de temps, après quelques absences sur notre plateau, vous nous revenez encore avec de révélations. Comment vous portez-vous d'abord? Merci, je me porte bien. Je salue tous ceux qui nous suivent maintenant. Je salue toutes les autorités politiques. Je salue la population congolaise de partout. Je salue la diaspora. Moi, je me porte bien. Je pense que nous allons passer un moment que nous allons devoir cogiter autour de la situation de notre pays, car il faut qu'à un certain moment donné, qu'il y ait quand même une élite à la fois spirituelle et intellectuelle qui puisse être à mesure de thématiser les données de son temps. Parce qu'un homme intelligent a dit, quand une religion ne sait pas résoudre les problèmes de sa génération, des problèmes dans le pays dans lequel cette religion est implantée, cette religion n'a pas de raison d'être. J'en appelle aux amis, à ceux qui veulent réfléchir sur la situation de la RDC, de passer ces bons moments avec nous. Mais de mon côté, je me porte bien. Et je crois que je dois rassurer la population sur l'avenir de la RDC. Telle est la mission que Dieu confie au prophète à la veille de 2023. Alors, Roger Baka, avant de nous plonger dans le vif de notre sujet, une question m'est venue à l'esprit. Hein. Ouais. Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'avoir un peu de crainte par rapport à votre lutte, à cette démarche que vous avez entamée? Ça fait un bon bout de temps. Hein. Et il ne vous arrive pas de dire « Ah, je me sens en insécurité, je m'expose beaucoup plus ». Et surtout que vous militez pour le panafricanisme et le nationalisme. Cependant, nous connaissons ces grands États qui ne sont pas d'accord, qui ne seront jamais d'accord avec cette idéologie, cette pensée. Vous ne vous sentez pas en insécurité? Totalement d'accord avec toi. Dans les sentiments humains, il est évident au niveau de l'homme âme, qui est la seconde partie de la composition de l'être humain, où sont logées l'intelligence, la volonté, les sentiments et les émotions. C'est tout à fait normal en tant qu'être humain. Mais voyez-vous, moi je suis quelqu'un qui aime s'insérer sa vie par l'appel de l'autorité des Écritures. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 18, tu es Simon, moi je t'appelle Roc, sur toi j'ai bâtirai mon église. Et il y a une promesse qui est liée à cela, et que les portes des séjours des morts ne vont pas prévaloir sur toi. Je suis fondé sur les Écritures qui me donnent encore plus de courage et d'assurance par rapport à mes contemporains, parce que j'ai une promesse que Adonai a donnée à tous ceux qui vont vouloir prendre à main les affaires de leur Dieu, notamment dans Ésaïe chapitre 54, le verset 14 au verset 17, je vais paraphraser. Il dit dans sa parole, tu seras affermi par la justice divine. Donc l'affermissement de tout ce que je fais vient de la justice de Dieu, pas de la justice des hommes. Il ajoute, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme contre toi des complots, sache que cela ne vient pas de moi. Tout celui qui se liguera contre toi, eh ben, il tombera sous ton pouvoir. Voici, je créais l'ouvrier qui fabrique une arme pour accomplir ses sales besognes. Mais il ajoute,
j'ai aussi créé le destructeur pour le briser, en sorte que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu les condamneras. Il promet, il dit, tel sera les secours qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà pourquoi tu vois des fois, les gens disent, oui j'entends les gens dire, mais il n'a pas peur celui-là. Non, on n'a pas besoin d'avoir peur, on a besoin d'être rassuré. Premièrement, on n'est pas dans une pseudo-vision, on est dans une raison d'être établie par Dieu. Donc, je suis la réponse de Dieu aux problèmes des gens de ma génération. Là, au moins, ça nous rassure. Hein? Nous avons un interlocuteur digne de cela. Alors, Roger, évangéliste. Rémi Kalonji. Le moindre de tous. Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Un prophète. Un de téléspectateurs ayant lu l'annonce va me poser la question. L'évangéliste Roger Baka s'est muté en prophète ou qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est à Roger Baka d'expliquer cela. Bon, je pense que ce n'est pas une imitation en prophète. C'est la manière dont chacun m'entend. Moi, je ne me suis jamais défini. Je suis le frère Roger Baka. Mais le retentissement de la trompette qui sonne dans ma bouche peut prendre la forme d'Éphésiens 4, 11 à 12. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, docteurs, pasteurs. Mais le plus important, c'est pour le perfectionnement. Le mot perfectionnement vient du mot hébreu qui veut dire le cathartismos. Donc, j'ai reçu de la part de l'Éternel mandat de détecter les talents qu'il y a dans les gens, de l'amener à la maturation et de le mettre au service de l'Église et au service de la nation. Donc chacun m'appelle selon les retentissements. Mais moi je me définis en accord avec Ésaïe chapitre 60, le verset 21 au verset 22. Le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. C'est les rejetons que j'ai choisis par mes mains. Et la Bible ajoute, moi l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Donc, je ne suis que l'accomplissement de cette écriture et je suis aussi dans la joie d'informer que je ne suis pas seul. Il y a toute une génération qui doivent se réveiller pour présider à la destinée de la République démocratique du Congo, une des conditions essentielles pour que la RDC entre dans sa zone de bénédiction. Donc, nous sommes nombreux, seulement parce que je suis médiatisé, mais il y en a encore qui sont en Europe, il y en a encore qui sont en Amérique, en Afrique, pourquoi pas en République démocratique du Congo, des gens que Dieu va susciter pour intervenir sur le plan politico-économique et spirituel de leur nation. Roger Baka, la RDC a une dimension de 2 345 000 km. Une vaste étendue territoriale au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, vous venez nous parler du destin et de la destinée. D'entre deux jeux, que comprendre de ces deux concepts? Ne sont-ils pas synonymes? Qu'est-ce qui se passe? J'entends souvent les gens s'aimer la confusion entre ces deux éléments, mais plus vite je vais essayer de balancer la définition. Il y a le mot destin et le mot destinée. Le destin est une loi supérieure. Je répète, c'est une loi supérieure. Dans la vie de l'homme, il y a des lois supérieures, il y a aussi des lois inférieures. Moi, je dis que le destin, c'est une loi supérieure qui semble diriger les cours des événements vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu. Je reprends. Nous entendons par destin une loi supérieure qui semble diriger le cours des événements vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu. Autrement dit, c'est le but vers lequel tend un individu, c'est le but vers lequel tend une famille, c'est le but vers lequel tend une nation. Donc, comprenez par là, mesdames et messieurs, que l'Éternel a établi une finalité pour chaque homme, il a établi une finalité pour chaque famille, il a établi une finalité pour chaque nation. Donc, la destination que prend l'homme, la famille, l'individu, pour atteindre la finalité, donc ça s'appelle le destin. C'est autrement qualifié dans les livres bibliques, dans les livres des Proverbes, Jérémie chapitre 29, le verset 11, excusez-moi, là où Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est la référence qui est liée au mot destin. Mais retenez que le mot destiné, contrairement au mot destin, veut dire tout simplement, c'est... En fait, destiné est défini comme l'ensemble des événements composant la vie d'un être, d'une famille,
d'une nation, mais qui sont déterminés d'une manière irrévocable et indépendante de la volonté de la personne qui les subit. Je réponds, comprenez que vous ne pouvez pas dire en français, venez rencontrer votre destinée. Non, venez rencontrer votre destin, parce que le destin est une loi supérieure. Comme dans cette émission, nous allons parler de la loi qui dirige la RDC et le monde. Mais la destinée, c'est différent. Destinée, c'est l'ensemble des événements composant la vie d'un être humain, d'une famille ou d'une nation. Ces événements peuvent être positifs ou négatifs, mais cela viendront concourir à la réalisation du destin. Donc, il faut mettre dans la tête qu'on entend par destinée l'ensemble des événements positifs qui peuvent produire la joie pour une nation, mais négatifs aussi qui peuvent provoquer la tristesse dans une nation. Cela compose justement la vie de la nation, mais contribue à la réalisation de la loi supérieure que Dieu a établie. Attendez, destiné ensemble d'événements. Positifs et négatifs. Positif et négatif. Voilà. Oui. Le destin, c'est la loi supérieure qui dirige le cours d'événements. Je donne un exemple pratique. Quand vous allez dans les livres de Genèse chapitre 37, le verset 5, vous verrez que Joseph a eu un songe. Il dit, pendant que je dormais, j'ai vu 11 germes s'agenouiller devant moi. Dans le verset 9, toujours, Genèse 37, il dit, cette fois-ci, j'ai vu le soleil et la lune s'agenouiller devant moi. Ça, c'est le destin. Donc, la loi supérieure qui gouverne la vie de Joseph fera à ce que ces 11 frères, à la fin, vont s'agenouiller. Donc, c'est une loi qui marche avec un homme en faisant que vous pouvez tout faire. Mais il occupera toujours la position que donc, Dieu veut. La destinée, c'est comme le schéma. C'est comme le logarithme. Exact. C'est comme le parcours. Je te donne l'exemple. Lorsqu'il était vendu par ses frères, c'est pas son destin. C'est la destinée. C'est un événement, mais qui participe dans le schéma de la gloire que Dieu lui donne. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être des éléments qui attristent les gens, qui peuvent être des éléments qui font peur aux gens, qui risquent de pousser les gens à s'apitoyer sur ton sort, mais alors que ce n'est pas ta fin. Ce n'est que le schéma, c'est un parcours, c'est une transition pour t'amener vers la réalisation du but établi par Dieu. Alors, ça nous permet maintenant d'entrer dans le vrai vif vraiment de notre sujet, la RDC qui est au centre de notre débat ici. Exact. La RDC, ça fait plus de 60 ans qu'elle est indépendante, qu'elle est un État souverain. La RDC est une nation aussi quelque part religieuse parce que la majorité de sa population confesse la foi, croit à l'être de Dieu. Exact. Et la RDC traverse des moments tumultueux, désastreux, tristes même. Surtout, sa partie Est est en proie à l'insécurité, à des guerres, à des tueries. Et ces mouvements refont encore surface du côté de l'Ouest, précisément dans le Grand Bandundu, où nous voyons les peuples Tekeyaka qui s'entretuent. Selon les informations que nous apprenons. Et il y a tant de choses qui s'annoncent ça et là en termes de sécurité. Quel est alors le destin? Qu'est-ce qu'on comprend du destin de la RDC? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si les Congolais n'ont pas la même mise sur le Congo. C'est comme si les Congolais ne dirigent pas le Congo. Quand je parle du Congolais, je vois d'abord la population congolaise, les citoyens congolais, et je vois les dirigeants, en commençant par le premier citoyen jusqu'au dernier citoyen. Je peux dire, c'est lui qui vient de naître à peine. Donc les Congolais n'ont pas la même mise sur sa nation. Les Congolais ne dirigent pas. Est-ce le destin du Congo d'être comme ça? Ou c'est la destinée, c'est une démarche qui nous amène à être un jour toujours sous le joug je voudrais t'annoncer d'un certain colon. Je voudrais t'annoncer la loi supérieure de la République démocratique du Congo. Autrement appelée Zaïre. Anciennement appelée État indépendant du Congo. C'est une nation qui a été créée de manière miraculeuse, mais qui doit atteindre un objectif établi par Dieu, prophétisé par plusieurs personnes, dont un majeur, Simon Kimbangu. Il a parlé de l'Afrique dans sa prophétie, mais il a précisé la République démocratique du Congo. La RDC doit présider à la destinée des États de l'Afrique centrale. La politique majeure sera définie par la République démocratique du Congo. J'annonce encore une loi supérieure.
la République démocratique du Congo, cette nation qui est au centre de l'Afrique, va jouer un rôle prépondérant dans l'histoire de l'Afrique et de son développement. Voici la loi supérieure. Vous allez reconnaître par ceux qui sont de la communauté kimbanguiste, vous vous souviendrez certainement de cette allocution faite par Simon Kimbangu. Je paraphrase en lingala, je le traduirai en français. Mesdames et messieurs, il dit Ekokoma na ngonga moko moto moindo akokoma lokola moto mondele moto mondele akokoma lokola moto moindo. Je vais essayer de vous donner la compréhension de l'écho que cela fait en français. Ça veut dire ceci. Il adviendra dans la suite des temps que l'homme noir sera comme l'homme blanc et l'homme blanc sera comme l'homme noir. Ainsi, vous vous rappellerez de Martin Luther King qui a dit « I had a dream ». De la même façon que Martin Luther King a eu un rêve qui devint le destin pour diriger la communauté noire américaine, de la même façon aujourd'hui, cette citation de Kimbangu doit gouverner la pensée nationale, doit gouverner la direction de la pensée des autorités. Je voudrais dire tout simplement, il disait ceci par rapport au destin de la RDC. Il adviendra dans la suite des temps que l'homme noir sera une bénédiction pour l'homme blanc, autant l'homme blanc l'a été pour l'homme noir. Voici la loi supérieure. Ainsi compris, tout ce que tu as cité, la guerre à l'Est, Yaka, Teke, les conflits politiques, les élections, les complications, ça s'appelle les éléments de la destinée. Ça peut être positif ou négatif, mais cela ne nous fait pas stagner. Cela nous conduit petit à petit vers la grande réalisation de la promesse de Dieu. Mais je voudrais directement annoncer qu'il est nécessairement important aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, je remercie la classe politique aujourd'hui combien active pour essayer de redonner à la population congolaise cette dignité qu'il a perdue il y a longtemps. Mais cependant, dans les jours à venir, je demande à l'autorité politique de bien canaliser leurs pensées, de les ennoblir. Je répète encore, de faire un effort, de bien canaliser vos actions. Parce que nous entrons dans l'année 2023. 2023 est une année indispensable qui jouera un rôle important dans l'histoire de la République démocratique du Congo, tant de l'Afrique et du monde. Pourquoi? Vous parlez de 2023 parce que c'est l'année électorale? Non, pas forcément. L'année 2023, c'est une année qui aura beaucoup d'enjeux, beaucoup de tumultes et beaucoup de complications. Surtout que vous avez annoncé dans l'émission de la fois passée, en mars 2023, nous allons connaître des turbulences. Nous allons connaître non seulement des turbulences, mais avant d'atteindre la fin de l'année 2023, mars, fin du mois, nous risquons de connaître un événement qui va bouleverser et présenter la République démocratique du Congo de manière négative vis-à-vis du monde entier. Donc, je répète en disant... Je ne vous cerne toujours pas bien là. Je vais essayer d'être clair. Je serai à la même temps prophétique et en même temps intellectuel et spirituel que l'Éternel me donne les mots qu'il faut pour me faire comprendre. Je dis que l'année 2023 est une année tumultueuse et que toutes les projections faites par la classe politique, ils devaient tenir compte de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que lorsque nous entrerons en 2023, il se peut que avant le 30 mars 2023, qu'il y ait un événement qui présentera négativement la République démocratique du Congo vis-à-vis du monde. Quand vous dites il se peut que, donc c'est pas probable? Non. Quand on dit il se peut que, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas une fatalité. Une parole prophétique n'est pas une fatalité. Lorsque vous allez dans Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. Il parle par des songes, par des visions. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, il place les sceaux à ses instructions. La question, c'est de savoir pourquoi il parle. C'est pour prévenir l'homme de l'orgueil et éloigner son âme de la fausse. Donc, l'Éternel Dieu peut parler, ce n'est pas une fatalité. Il vous informe de prendre des dispositions en sorte que vous puissiez démontrer la sagesse et l'intelligence qu'il a placée en vous. Écoute-moi, 2023, Rémi, sera une période qui fera traverser la RDC, l'Afrique, le monde entier, dans une très grande zone de turbulence qui risque de plonger les nations et la RDC dans le désespoir et le désarroi. Mon français est clair. Quand je dis que ça va nous plonger
dans une période de turbulence, il y aura des blocs sur le plan mondial qui vont se lancer dans une guerre effrénée. Le bloc occidental et le bloc de BRICS. Ça, c'est sur le plan international. Alors, à partir de ces deux luttes... Les blocs de BRICS. Le bloc occidental et le bloc de BRICS. Le bloc occidental, c'est justement... Ah oui, BRICS avec la Russie. Avec la Russie, l'Inde, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et 15 pays de l'Asie du Sud-Est. Ils vont se lancer dans une guerre effrénée. Et cela aura des conséquences directes. Et le Brésil, hein? Bien sûr, et le Brésil. Cela aura des conséquences directes sur les colonies africaines. Voilà pourquoi j'essaye d'annoncer que maintenant le sort de la RDC risque d'être beaucoup plus grave en raison de quelques préoccupations. Qui sont? Premièrement, cette zone de turbulence va trouver la RDC en 2023 dans un tâtonnement à un apprentissage politique à l'issue des 3e échéances électorales. Du 4e? Oui. Ça risque de perturber les élections l'année prochaine. Et ce raté déclenchera une succession d'événements. Et ces événements risquent d'être graves. Pourquoi? Parce que nous aurons parmi les autorités politiques, s'ils peuvent comprendre et prendre des prévisions, des personnes qui ne seront pas prédisposées à accepter l'échec ou la victoire de l'un ou de l'autre. Ça se prépare déjà. Voilà pourquoi le rôle du prophète, c'est de venir informer l'autorité, de prendre des dispositions, de manière à ce que nous ne nous retrouvions pas dans les ralentissements économico-politiques. Ça, c'est le tumulte de l'année 2023. Mais maintenant, ce qui est très difficile, parce que les années 2023, 2024 sont des années qui demanderont à chaque nation de redéfinir ses défis, de les atteindre pour définir la continuité du temps. Donc, nous risquons de nous retrouver dans une mutation de puissance où le pays sur lequel nous comptions nous abandonne parce qu'il a perdu cette force. Nous risquons de nous retrouver dans une situation où nous faisons alliance avec un voisin. Je prends l'exemple, par exemple, du Centrafrique, qui nous informe aujourd'hui que nous sommes pratiquement encerclés par un certain groupe des ennemis de la RDC. Faisant confiance à Touadéra, par exemple, cela risque de créer une surprise. Pourquoi? Parce que je vois le Mali développer ses relations avec la Russie et devenir l'allié invétéré du Rwanda. Je vois le Rwanda, avec la Russie, devenir des alliés effrénés de la République centrafricaine. Alors les intérêts vont se jouer sur ces points-là, parce que la République centrafricaine, au même titre que la RDC, sont des États dans lesquels va se jouer la grande bataille de la définition des colonies et la définition des puissances dans les jours à venir. Et donc, je suis trop clair, il faut que nous puissions savoir quels sont les défis à relever et commencer à se préparer. À ce point ici, à ce niveau ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que, à entendre, à bien comprendre la définition, les définitions que vous avez énoncées ici sur la destinée et les destins, on peut dire que ce sont tous là les événements. Ce sont la destinée, en fait, le parcours, exact, le schéma. Exact. Alors, qui comprend du destin de la RDC? Ce pays ne nous appartiendra pas? Ou c'est un pays qui nous est encore mis en location, hein, qui nous est donné en location? On est encore des locataires sur cette terre. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la destinée? Quel est le destin, en fait? C'est particulièrement par rapport à d'autres nations. Vous allez remarquer que la RDC a 6 éléments qu'il doit bien préciser d'ici 2023. Et ce sont des défis à relever par rapport à la mutation de puissance. Le malheur du Congo, de la République démocratique du Congo, je vais essayer de l'expliquer en quelques termes. Primo, le plus grand défi, c'est la pacification nationale. Vous allez remarquer que nous allons perdurer dans les problèmes de l'Est. Mobutu a connu les problèmes de l'Est. Kabila père a connu les problèmes de l'Est. Kabila fils a connu les problèmes de l'Est. Le président de la République démocratique du Congo, l'actuel Antoine Tshisekedi, connaît aussi les mêmes problèmes. Il faut se poser la question, pourquoi nous n'avons pas eu la pacification de l'Est? 2. Nous avons le problème de la réconciliation nationale. Vous allez remarquer que de plus en plus, les écarts commencent à se faire entre les... Ce sont déjà des défis. Des défis. Le premier défi,
c'est la pacification nationale. Le deuxième, c'est la réconciliation nationale. C'est un grand défi. Troisièmement, nous devons faire la pose d'une nouvelle fondation nationale. Nous ne l'avons pas encore fait, quand bien même que les élections ont eu lieu. Non seulement la pose d'une nouvelle fondation dans notre pays, et quatrièmement, nous devons susciter, c'est là où se trouvent deux problèmes. Nous devons susciter pour la RDC un nouveau leadership serviteur sur le plan ecclésiastique et sur le plan politique. Nous devons susciter pour la RDC afin d'entrer en possession de la promesse que Dieu a faite à Simon Kimbangu. Nous devons quatrièmement relever ces défis, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle classe ou leadership serviteur sur le plan ecclésiastique et sur le plan politique. Quand je dis sur le plan ecclésiastique, je suis en train de voir qu'il faut qu'il y ait un réveil afin que nous puissions restaurer les valeurs spirituelles inversées. La situation de la République démocratique du Congo correspond exactement à la situation d'Israël dans le livre de Zacharie chapitre 3. Vous verrez que bien que l'Éternel avait la vision de faire d'Israël une nation puissante, il a donné la promesse d'élever Israël, mais il a élevé une élite ecclésiastique qu'on appelle les sacerdoces lévitiques. Et ces sacerdoces étaient mis à part parce que ces sacerdoces avaient pour rôle d'encadrer ce qu'on appelle les projets des sociétés de chaque roi. Le roi était nombré en Israël, chacun avait son projet, mais attention, la classe ecclésiastique ou les sacerdoces lévitiques avaient reçu mission de surveiller le projet des sociétés de chaque roi, au mieux le rapprocher d'une vision commune, nationale, notamment cette vision d'entretenir une nation qui sera une puissance. Maintenant, si cette classe sacerdotale oublie sa mission, elle provoquait à tout moment l'esclavage de toute la nation. Donc, nous avons un sérieux problème. Vous allez comprendre que la classe ecclésiastique du Congo est complètement périmée. Vous allez remarquer qu'il y a une déflagration de la qualité de la valeur de l'homme de Dieu. Vous allez voir que l'Église est au centre des scandales. Ça veut tout simplement dire que le diable a attaqué le lieu du commencement de la restauration de l'élévation du Congo pour empêcher l'émergence politique. Je passe. Et permettez-moi, donc, à vous entendre, on peut dire que le premier défi à relever est celui que vous venez de citer en dernier. Donc, le renouvellement du leadership ecclésiastique et puis politique. Parce que l'ecclésiastique, c'est celui qui encadre le politique. Vous allez voir dans Zacharie 3, lorsque Dieu veut consoler Israël et rétablir Jérusalem dans ses droits, comme en est le cas du Congo, il dit Israël est un tison arraché de feu. Je te dis que nous allons entrer dans une zone de turbulence qui va plonger les nations dans le désespoir et dans le désarroi. Mais la RDC sera les tisons que Dieu veut retirer du feu. En retirant la RDC de ce feu, pour faire de la RDC le bastion de la propagation de l'évangile, les modèles de la restauration d'une nation, alors il se fera qu'en ces moments-là, vous verrez dans Zacharie 3, la Bible dit Dieu convoqua Yoshua. Yoshua, c'est la nouvelle classe ecclésiastique, la nouvelle classe du leadership serviteur. Mais seulement il était caractérisé par des habits sales. L'église du Congo a été de plein pied falsifiée par l'occultisme. L'église du Congo a de bons serviteurs, mais qui se sont lancés dans la Kabbalah juive. La classe ecclésiastique du Congo, c'est une classe qui a de l'avenir, mais qui a inversé les valeurs spirituelles, qui malheureusement a abandonné les sacerdoces au profit de l'activité politique. Alors maintenant qu'il faut que ces habits sales soient ôtés pour que l'Éternel reprenne son travail avec l'Église et afin que l'Église puisse nettoyer la classe politique. Alors si cela n'est pas fait, nous allons passer du temps dans les éléments de la destinée. Je vais passer directement parce que j'en ai parlé de trop. Il y aura un autre défi, la réunification de l'armée. Enfin, il y aura les élections. Mais je pense que ce qui bloque le pays en ce net moment, tu viens de le dire, pourquoi connaissons-nous
ce que tu appelles les éléments de la destinée. Cela est dit à 3 problèmes. L'histoire de la RDC sur le plan spirituel, l'histoire de la RDC sur le plan éducatif, l'histoire de la RDC sur le plan politique. Laisse-moi balancer une chose importante. Vous savez, mesdames et messieurs, comparativement au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda, à la Zambie, à l'Angola, la République démocratique du Congo a une histoire particulière. Vers le 14e et le 15e siècle, il y a ce qu'on appelle la politique de conquête de communautés de puissance. Ils avaient l'habitude d'envoyer des explorateurs ici en Afrique. Vous comprenez qu'à cette époque, il n'y avait que des empires disparates. Alors, ces explorateurs avaient pour objectif, Rémi, de venir faire la conquête des terres afin de s'y installer. Alors, il est arrivé que l'embouchure du fleuve Congo a été découverte par Diego Cao. Or, Diego Cao, quand il a découvert, il était dans l'exploration pour le compte des nations. Il faut que tu comprennes que les nations qui ont envoyé 2 personnes à venir faire l'exploration de l'Afrique, regarde comment ils vont se répartir la découverte. Ils n'étaient pas seuls, d'ailleurs, vous le savez, pour ceux qui suivaient bien le cours de l'histoire, il y avait Stanley, il y avait David Livingstone, Henri Dieu-le-Veut, ils étaient nombreux, mais ils représentaient toute une communauté de gens qui avaient pour objectif la conquête de l'Afrique. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. C'est ici le vrai problème de la RDC et le problème de l'Est. Vous avez remarqué que l'Est de la République démocratique du Congo appartenait aux Allemands. Il faut que les gens le sachent. Oui, oui, oui. Le Katanga appartenait aux Anglais. J'ajoute, le Dé-Kassai était la propriété des Portugais. J'ajoute, le Poul Malebo, autrement dit Kinshasa, Équateur, Bandundu, Bas-Congo, appartenait principalement aux Français. Mais il va se faire que tous les explorateurs, après avoir rendu compte de leur exploration, vont devoir susciter qu'il y ait un consensus pour créer un État consensuel. Je répète, ce sont ces gens-là qui ont décidé de créer un État consensuel. Pourquoi créer un État consensuel? Le 28 février 1885, plusieurs personnes vont se réunir, dont le personne ci-après. Otto von Bismarck, chancelier allemand. Emmerich von Sarvany-Ferko-Wides de l'Autriche. Gabriel Auguste de la Belgique. Émile von Wind du Danemark. Francisco Méry Colón de l'Espagne. John Casson de l'Amérique. Baron Alphonse Chaudron. Principalement, il a représenté l'empereur de l'Allemagne et le roi des Prusse. Ils sont nombreux. Tu veux que Oui, allez-y, hein, on est là pour... merci, merci beaucoup. Il faut citer des noms clés. Bon. Il y a le Sir Édouard de la Grande-Bretagne. Il y a Antonio José de Serra qui a représenté le Portugal. Il y a Friedrich Philippe qui a représenté le Pays-Bas. Il y a Peter Contrevermich, Empire russe. Ensuite, Julius Baron Bide, Suède et Norvège. Tous ces gens ont décidé... Sur les noms là, il n'y a pas le nom de quoi? De Léopold II? Non, pas encore. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on veut reconstituer un État. C'est ainsi que le 28 février 1885, il y aura une réunion qu'on appelle la conférence de Berlin. Ils vont se réunir pour créer un État consensuel. Je répète, un État consensuel. Et à la création de cet État consensuel, un acte juridique a été signé pour l'exploitation de cette partie comme étant une zone économique destinée à ressourcer la communauté de puissance en cas de marasme et de complications. Retenez. Mais on nous a appris, Livingstone, Stanley, ont retrouvé, ont dessiné la carte, et puis ils sont allés contacter le roi Léopold II, à qui on a remis... Les choses ne se sont pas faites comme ça, Rémi. Aujourd'hui, il y a des vérités. Je salue l'autorité politique. Nous devons en arriver au point où il y ait des élites spirituelles, intellectuelles, qui soient capables de dire la vérité au peuple congolais, parce que le temps que nous traversons, les politiques sont dans la difficulté de dire la vérité. Pourquoi? Parce que si la vérité venait de la personne qui est au pouvoir,
l'opposition peut l'exploiter pour l'attaquer. Et pourtant, c'est une vérité que la population doit savoir. Alors, nous sommes en train de traverser une période où chacun se tire le bal. Mais pour des questions de nationalisme, est-ce qu'on... Non, non. Je peux te dire la vérité. Nous avons perdu une bonne conscience de notre nation. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités aujourd'hui qui se passent dans la nation. Si le pouvoir, je prends l'exemple du président Félix, se permettait de dire des choses que je suis en train de dire, eh bien, c'est dommage qu'un opposant apparaît directement à la télévision pour profiter de cela, comme on a dit, faire de cela une récupération politique et pouvoir l'attaquer. Et si c'est l'opposant qui le dit, il risque lui aussi d'être indexé. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une classe intermédiaire qui puisse parler sincèrement à la population. Écoute mon frère, qu'on ne nous trompe pas. Lorsqu'on voulait créer cet État, il a fallu trouver un pays neutre qui va gérer cette zone économique au profit de tous. C'est ainsi que le roi de la Belgique a été choisi par qui? Par le roi de la Grande-Bretagne. Parce qu'à cette époque, Henry Morton Stanley avait déjà filtré les informations au roi d'Angleterre et ce dernier qui avait donné sa fille en mariage au roi de la Belgique a influencé la décision. C'est comme ça que le roi a été choisi comme étant le gestionnaire depuis 1985. Mais regarde ce qui va se passer. En 1908, on va constater la mégestion. Mais n'oubliez jamais, chers diaspora, chers Congolais, ceux français aussi battent dans le Banalingal. Bobo Sanate. Franchement. Belgique et Tikali Kozala colon Nabisote. Belgique et Zalaki nation tutelle. À cause de la mégestion, il y a roi, bah retira la gestion à RDC. L'administration belge, réputée meilleure à cette époque, on va confier l'État indépendant du Congo à la Belgique avec comme acte juridique signé, attesté, point de choses à changer là-dedans. Mais regarde ce qui va se passer. Donc, la communauté de puissance se retrouve à une certaine époque, je crois, certainement en 1955, la conférence afro-asiatique ou la conférence des Bandung. Nous arrivons au point où le président Mobutu arrive, accompagné par cette communauté de puissance, parce que vous devez le savoir, que tout chef de l'État qui doit gérer la République démocratique du Congo doit avoir le quitus ou doit avoir l'aval des communautés de puissance avant... Ben, je te le dis. Mais, donc c'est que ce pays ne nous appartient pas. Je suis en train de te dire, si on ne vous le dit pas, vous risquez d'incomber des décisions au chef de l'État, des choses qu'il a trouvées sur document, des choses qu'il a trouvées sur papier, et peut-être que la vérité que je suis en train de dire risque de sauver certaines personnes. Je vais te dire la vérité. Tu connais que c'est le même sort que connaît aussi la République centrafricaine. La République centrafricaine, c'est un pays qui regorge de potentialités, tu n'as pas d'idée. Au même titre que la RDC. Je peux te garantir, il y a plus de 436 matières premières qui sont en République centrafricaine. Le pétrole se trouve en République centrafricaine. La France, qui en est le colonisateur, est restée pendant 103 années. Il n'a rien fait. Et c'est ainsi que, lorsqu'on découvre plus de 1500 armes en Somalie par le groupe Shebab, eh bien, le Centrafrique va vouloir récupérer ces armes. Lorsqu'il veut les récupérer, la France refuse et la Russie oppose son droit de veto. Regarde l'histoire. C'est comme ça que les Français vont commettre une erreur. Ils vont laisser la République centrafricaine aller négocier avec la Russie. Voilà là où commence l'histoire d'amour. C'est là où la Russie prend l'élan, il se développe et il maîtrise la République centrafricaine. La France va perdre jusqu'à commencer à proposer des coups d'État de toute manière pour renverser l'autorité établie. Cela veut dire quoi? Avec l'intérêt qu'ils ont sur les nations, s'ils découvrent, Rémi, que vous voulez exploiter, vous voulez prendre les ressources dont vous disposez pour vous affranchir de l'esclavage, de l'indépendance théâtrale qu'ils vous ont donnée, et bien voilà ce qui arrive dans la suite des temps. Primo, si vous ne faites pas attention, Rémi, ils vont créer des sabotages politiques. Aujourd'hui, vous assistez à une scène macabre hein, à l'est. Tu connais l'axe Bunagana, Rutshuru, Goma. Oui. C'est une zone très enclavée. Et c'est cette partie qui regorge, je peux t'assurer la vérité, la partie la plus touristique des gorilles des montagnes. Dont fait la publicité notre voisin. Pour que les gens viennent visiter.
La prise de Bunagana n'a rien à voir avec l'autorité politique congolaise. Je dois dire la vérité. Le président de la République, il doit être en train de me suivre, je pense, et ses services. Il n'a rien à voir. Les gens vont m'insulter, ils vont dire, mais nous sommes arrivés à l'époque où nous devons dire la vérité. La vérité est que la partie de l'Est, c'est le poumon économique de la République démocratique du Congo. Les gens qui nous ont permis de nous réunir se retrouvent aujourd'hui dans la difficulté de la transition énergétique qui demande de plus en plus de matières premières. Or, la partie de l'Est regorge 60 à 80% du coltan vers l'Est. Matière exigée pour la transition énergétique. La partie de l'Est que tu vois là, produisait avant 1990, si je ne me trompe pas, 600 000 tonnes de cheptel de bétail. Cette partie de l'Est que tu vois, il y a ce qu'on appelle la ceinture du cuivre, qu'on appelle le copper belt. Est-ce que tu peux t'imaginer que si nous ne prenons pas des mesures d'expliquer à la population la vérité de Bunagana, la vérité de l'Est, nous risquons de semer la division entre la population et l'autorité qui nous dirige. Nous allons changer de président de la République. Nous ne trouverons jamais la solution. La solution est dans la communication avec la population pour en faire sortir une idée qu'on appellera la décision de forum de paix, où la population va adhérer à une décision politique pour que nous allons trouver des réconciliations. Parce que maintenant, nous sommes dans un état de faiblesse. Les Allemands sont dedans. Demandez aux généraux qui sont à la guerre, excusez-moi de vous dire la vérité aujourd'hui. Demandez à ceux qui sont, vous appelez état de siège. Ils vont vous dire qu'ils ne se battent pas contre les M23. Ils se battent contre la communauté de puissance. Et vous avez Guterres qui a dit ils sont dans la difficulté d'arrêter les M23 parce que M23 détiendrait des armes sophistiquées qui proviendraient... Sont des événements de la destinée qui vont nous conduire au destin malheureux. Ou devons-nous abandonner, devons-nous laisser? Quelle est la pensée de Dieu en tant que prophète? Puisque jusque-là, vous ne nous faites que la lecture de la situation. Mon ami, je vais essayer de... Parce que nous avons été indépendants il y a plus de cela 62 ans. On nous fait signe même que le temps nous impartit. Le temps ne nous permettra pas, certainement, nous reviendrons pour un deuxième défi. Je suis en train de dire ceci. Le monde est en train de plonger dans une période difficile. De plus en plus, l'Europe est en train de s'effondrer parce qu'il est très endetté. Oui, oui. L'Amérique s'effondre parce qu'il est très endetté. Alors, ils ne vont pas laisser l'Afrique libre. Parce que s'ils laissent l'Afrique libre, la communauté de BRICS, entre la Chine et la Russie, Brésil, la Russie viendront assiéger l'Afrique et ça sera la mort complète de l'Europe. D'où 2023, mesdames et messieurs, c'est une année que vous devez regarder avec beaucoup de regards précis. Pourquoi? Je demande à la population congolaise, la situation de l'Est, c'est une guerre à procuration. Lorsque nous citons le nom du Rwanda, nous citons le nom de l'Ouganda, ces deux pays ne sont que des pays qui font la guerre par procuration. Mais la communauté de puissance est derrière eux. Et il ne s'agit nullement d'une autorité politique congolaise qui sera en mesure de le faire. C'est la population congolaise qui sera en mesure de faire échouer ces projets machiavéliques. Pourquoi? Parce que dès lors qu'une autorité politique se décide d'enfreindre le loi de clauses prédéfinies par les accords de Berlin, je cite, premier point, soit ils vont t'éjecter de la chaise présidentielle, soit ils vont déstabiliser ton pays en guerre, soit ils vont utiliser les partis politiques dans ton pays pour créer des tumultes, des bouleversements. D'ailleurs, je vous pose la question. Vous imaginez pourquoi il y a eu problème de pétrole? Vous savez pourquoi il y a un problème de gaz, de pétrole ici en RDC? Mais ce n'est pas la première fois. Ils l'ont fait en République centrafricaine. Deux objectifs. Fragiliser l'économie des gens en branle. Deuxièmement, provoquer le soulèvement populaire. Chose qui n'a pas réussi en République démocratique du Congo. Nous devons commencer à dire la vérité. Mettons de côté l'autorité politique. Mettons de côté les... Non, cette affaire concerne le Congo et les Congolais. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des élites qui sachent dire la vérité. Parce que là, le danger c'est quoi? Suivez-moi bien. Pour avoir refusé
de respecter les lois des communautés de puissance. Premier point. Sylvanus Olympio, premier président de Lomé, il est assassiné devant l'ambassade le 13 janvier 1963 pour avoir refusé. Donnez-moi 3 minutes, je termine, merci. Le major Johnson Thomas du Nigeria, assassiné le 29 juillet 1966. Abshirachid Ali Shimark, assassiné, président de la Somalie, le 15 octobre 1969. Cheikh Abed Amari Karoume, assassiné des Zanzibar. Richard Ratimadravaza, assassiné, Madagascar. François Tombalbaye, assassiné, Tchad. Général Murtala Romat, assassiné, Nigeria. Mariam Gwabi, 18 mars 1976, Congo-Brazza. Tafari Banti, assassiné, Éthiopie. Ali Soele Tchachiwa, assassiné, Comores. Je vais dire, lorsque nous avons traversé la période de Covid, parce que les élites veulent procéder à la diminution de la population mondiale, car semblerait-il, la croissance démographique a atteint des proportions incroyables, qu'il faille réduire la population jusqu'à 500 milliards par ce qu'on appelle des maladies de bactéries. Quelques présidents ont osé de s'y opposer. Je te cite les noms. Nkuruziza, Burundi, il est parti. Juvenal de Haïti, il est parti. Magufuli, il est parti. Kadhafi qui a osé créer ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique, assassiné. Thomas Sankara, assassiné. Kwame Nkrumah, assassiné. Ça veut dire quoi? Il y a une politique qui utilise la communauté de puissance. Lorsqu'une autorité politique veut résister à leur vouloir, tel qu'ils veulent balkaniser la RDC, tel qu'ils veulent prendre la partie de l'Est, le président peut se retrouver avec des lois, des décisions antérieures à lui, mais qu'il est censé, lui, mettre en pratique. Mais si vous regardez bien son discours, que voulez-vous qu'il dise? Certains diront, il est en train de dédouaner le président de la République. Non, mes frères, je ne le dédouane pas. Il est président, il assume l'actif et le passif, mais la vérité doit être dite à la population. C'est qu'en fait, là, il se retrouve lui aussi dans les injonctions. Et celui qui viendra même après lui, écoute, voici ce que je sens. Si nous n'arrivons pas à bien cerner cette matière et à le faire comprendre à la population, parce que la lutte devient forte lorsque la population adhère. Nous devons faire adhérer la population à cette vision. Qu'il ne s'agit pas de Kabila, qu'il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi, qu'il ne s'agit pas de Martin Fayoulou, qu'il ne s'agit pas de Mouzito, il ne s'agit pas de Teke, il s'agit de l'espace de 80 millions d'habitants, la taille de l'Union européenne, on en veut à l'avenir de la RDC. Alors moi je passe pour dire que le pasteur, arrêtons-nous un peu avec ces distractions que nous sommes en train de créer dans le pays, c'est préparer à dessein pour que nous ne puissions pas sensibiliser la population. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. J'ai entendu quelque chose que j'aimerais bien finir avec. La population congolaise ne permettra pas qu'une telle chose arrive. C'est l'expression d'un discours. Hein? Ça veut dire que autant... Une portion. Une portion. Ça veut dire tout simplement, le temps que nous allons entrer en 2023, les vents vont commencer d'ici le mois prochain. Les vents vont commencer à souffler. Sinon, pourquoi vous entendez matin, midi, soir, coup d'état raté, coup d'état raté, coup d'état raté? Mais ne nous mettons pas au coin du bar, réfléchissons sur l'avenir de notre nation. Qu'adviendra-t-il dans la suite des temps? Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui de mettre de côté cette intelligence politique, mais que nous puissions nous asseoir avec des gens qui réfléchissent comme Rémi, pour que nous parlions de la vérité. L'Est de la République, nous n'allons pas la récupérer par la guerre. Nous risquons de finir la population congolaise et l'armée. Nous devons créer des forums de paix pour parler de vrais enjeux à Tchango, de vrais enjeux à Lukumba, de vrais enjeux à Moamba, que nous parlons. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre un tel devoir. Parce que déjà, la population a une très mauvaise perception de leur personne. Il suffit seulement qu'ils commencent à parler de ça, les gens vont se fâcher. Alors qu'on permette à la classe ecclésiastique de pouvoir organiser des conférences pour faire asseoir cette matière. Donc, tout ce que vous vivez aujourd'hui, ce sont les éléments de la destinée. Plus nous ferons des émissions,
plus vous comprendrez que le salut de la RDC, c'est purement un problème spirituel. Je pense que les téléspectateurs, ensemble avec nous, avons compris qu'il était impérieux de vous faire revenir encore sur ce plateau. Parce que le destin, la destinée, l'avenir du Congo, de notre grand Congo, il en vaut la peine que nous puissions nous réveiller, que nous puissions être informés. Parce que je pense que nous pensons qu'il revient à nous, la population congolaise, de saisir cette occasion, de nous lever pour saisir entre nos mains le destin de notre grande nation. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas fini. Ce n'est qu'une partie remise pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons ici. Le destin, le destiné, pardon, le destin, je parle bien du destin et de la destinée exact. De la RDC. Nous en parlerons toujours sur le chemin de la vérité avec notre invité. Chaque fois que l'occasion se permettra, il reviendra toujours sur ce plateau parce que nous militons et nous luttons pour l'affranchissement réel, concrète et intégrale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Je sais que vous avez été nombreux branchés sur la chaîne YouTube. Malheureusement, la connexion, vous comprenez, nous a fait défaut. Il y a des couacs un peu ça. Et nous allons revenir avec cette vidéo sur votre chaîne YouTube La Tour TV. Abonnez-vous massivement, partagez et soutenez-nous dans cette mission. Merci beaucoup à Henri Tombogno pour la réalisation, la réalisation excellente de cette émission. Merci beaucoup à Donatien Yazasa Dodo Lutundula qui a assuré de mettre toutes les 3 caméras de cette production. Donc merci beaucoup à la grande famille de Digital Congo et merci beaucoup à l'homme de Dieu le moindre de tous. Merci, c'est moi qui te remercie. Qui est toujours disponible à chaque fois que nous avons besoin de lui. Voilà ma question. Il y a des questions auxquelles je devais répondre là. Les 6 questions. Ne vous en faites pas. Ça viendra. Mais je peux te proposer quand est-ce que je peux te le répondre. Oui, allez-y. Après le 30 mars 2023. Pose-moi ces 6 questions. Voilà. Le rendez-vous est pris pour les questions après le 30 mars. Merci beaucoup. Excellente suite de programme sur nos antennes. Digital Congo vous dit merci. Et on se retrouve avec un réel même plaisir. Portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir. Au revoir. Merci Rémi.